Il y a une évidence, cette idée d'une taxe de 2% sur le patrimoine de ceux qui possèdent plus de 100 millions, des fortunes qui se comptent en dizaines de milliards, centaines de milliards, il y a eu une fuite des capitaux immense. Il y a plein de fortunes indiennes, singapouriennes, européennes qui sont parties de l'Angleterre parce que l'Angleterre devenait beaucoup moins attrayante fiscalement. Il y a eu un fort engouement pour le private equity. Comment t'as réussi à rendre ce sujet-là sexy? T'as écrit un livre là-dessus d'ailleurs. Et c'est un média qui a quasiment 60 ans. C'est le premier magazine patrimonial en kiosque. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode du Café Finance. C'est la première fois qu'on tourne dans ce studio et on est aussi le premier podcast à tourner dans le studio de Le Revenu, le média racheté par Gaspard de Monklin. Si vous êtes ici, vous connaissez certainement son parcours et ce qu'il a fait à travers notamment ses posts LinkedIn qui sont beaucoup suivis. Décor exceptionnel pour un invité exceptionnel. J'ai l'honneur de recevoir Gaspard de Monklin. Est-ce que tu peux te présenter ton parcours? Comment t'en es arrivé là? Bonjour Arnaud, merci beaucoup de m'inviter dans le Café Finance. J'aime beaucoup ce que tu fais, ça me fait très plaisir d'être là et ça me fait très plaisir de, effectivement, vous accueillir pour la grande première du studio du Revenu. Je m'appelle Gaspard de Monklin, je suis avocat. J'ai la chance d'être admis dans 3 barreaux, le barreau de New York, le barreau de Londres et le barreau de Paris. Parce que j'ai commencé mes études à Paris, puis je les ai terminées à New York, à Columbia. J'ai fait ce qu'on appelle un LLM, donc c'est un master en droit pour apprendre le droit américain. Et ce qui m'a donné l'occasion aussi de passer le barreau à la fin de cette année de LLM que j'ai obtenu. Et juste après, je suis allé travailler à Londres pour mon premier emploi en tant qu'avocat d'affaires dans un cabinet américain, Proskauer, où j'étais dans un département spécialisé dans la structuration de fonds d'investissement. Donc c'est là-bas que j'ai appris un métier très technique, celui de la structuration de fonds. C'est vraiment une spécialité même assez rare à Paris. Il y a quelques dizaines d'avocats qui pratiquent ce domaine-là du droit. Et très souvent, si ce n'est exclusivement dans des très grosses structures, quand on pense aux fonds d'investissement, on comprend très vite que ce sont des entités juridiques qui gèrent des centaines de millions, des milliards, parfois des dizaines de milliards. Et donc, ça demande des équipes, de la spécialité, vraiment une armée juridique pour mettre en place ces gros mastodontes. Et donc, j'étais un petit soldat de cette armée dans un cabinet américain à Londres. Et j'ai appris là-bas ce métier qui m'a fasciné, l'univers des fonds d'investissement, qui est présent dans quasiment toutes les branches de l'économie, en fait. Parce que quand on dit fonds d'investissement, c'est une entité juridique qui injecte de l'argent dans l'économie, donc quel que soit le domaine, et on en trouve dans l'industrie, dans la technologie, dans les services, dans la pharmacie, enfin dans vraiment tous les domaines de l'économie. Et c'est comme ça que j'ai nourri un intérêt pour la chose économique au sens large. Et en 2020, donc après quelques années passées à Londres, je suis revenu à Paris et j'ai pris le risque de créer mon propre cabinet. J'étais pas tout à fait fait pour les très grosses structures. On va revenir là-dessus, Ouais. on va essayer de le comprendre, ce cheminement intellectuel qui t'a poussé à l'entrepreneuriat. On prône aussi l'entrepreneuriat avec ce podcast. Il y a quelques mois, on créait ça. C'est parti d'une idée avec Richard. Et aujourd'hui, on se retrouve les premiers à tourner dans ces locaux. C'est quelque chose d'exceptionnel. Toi aussi, t'es passé par le salariat. T'étais, comme tu l'as dit, avocat. Ça s'apprend difficilement ailleurs que dans des cabinets. Ça demande un parcours scolaire riche. J'aimerais après qu'on revienne dessus, justement, je te laisse finir l'explication et ensuite on reviendra sur ce parcours-là qui t'a poussé jusqu'à l'entrepreneuriat. Je trouve que le cheminement est intéressant, nous qui s'adressons à la jeune génération pour comprendre comment t'en es arrivé là. Effectivement, pour te faire un rapide descriptif, après avoir quitté le cabinet de Londres, j'ai créé mon cabinet à Paris, qui était moi tout seul, tu vois, et c'était un saut dans le vide quand même parce que je revenais de Londres, j'étais dans une spécialité très rare, donc il n'y avait pas non plus des milliers de clients et des clients qui d'habitude s'adressaient aux très gros cabinets. Donc j'ai vraiment pris un risque et un risque qui aurait pu se retourner contre moi. Au début, faire du chiffre d'affaires, c'était très compliqué. Finalement, ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné parce que j'ai eu un positionnement différent. En fait, j'ai compris qu'étant petit, j'allais travailler avec des petits et que les petits deviendraient moyens et que les moyens deviendraient gros avec le temps, en accompagnant ma propre croissance. Et c'était un très bon pari, ce qui fait que j'ai pu accompagner des petits fonds d'investissement très vite. Donc là, c'était déjà un premier pied dans l'entrepreneuriat, parce que quand on est salarié au sein d'un cabinet d'avocats, on n'a pas tellement de stress sur un chiffre d'affaires à réaliser. On sait qu'il y a un flux de dossiers qui est apporté par le cabinet qu'on doit traiter et on doit être aussi
efficient et rigoureux que possible pour satisfaire son employeur, mais on n'a pas le stress de la facturation, de la chasse des clients, de la préservation de la relation avec le client, des risques que ça comporte. Donc c'était vraiment un premier pied dans l'entrepreneuriat. Et puis je suis allé beaucoup plus loin après parce que quelques années plus tard, en 2022, tu vois, 2 ans plus tard, j'ai créé une société de technologie. En fait, je comprenais que mes clients avaient envie d'utiliser une tech qui n'existait pas, ou alors qui existait à l'étranger, ou alors qui était en train de voir le jour en France. Et moi, en tant qu'avocat, j'ai pas voulu me laisser distancer par des entrepreneurs issus d'écoles de commerce ou d'ingénieurs qui lanceraient une tech juridique. Donc j'ai moi-même créé cette technologie qui s'appelle Overlord et qui permet de gérer toute une communauté d'investisseurs, donc passer de 5, 10, 50 à 1000 investisseurs ou plusieurs milliers sur une communauté d'investisseurs de toutes sortes. Ça peut être évidemment la communauté d'un fonds d'investissement, ça peut être une plateforme de crowdfunding, ça peut être une société qui va faire appel à nos services pour lever de l'argent régulièrement. Typiquement, les franchises font ça beaucoup. Donc, il y a plein de sortes de communautés. Peut-être que ton podcast, un jour, demain, deviendra une communauté d'investisseurs. Je te le souhaite. C'est l'idée. On est en train de structurer tout ça, mais c'est vrai que c'est un processus long. Et c'est pour ça que j'aime recevoir des personnes qui ont déjà un parcours, une carrière. Ça permet, et pourtant tu es encore jeune, mais ça permet de se rendre compte du chemin qui nous reste à parcourir, de la rigueur qu'il faut avoir aussi. Je trouve ça super intéressant. Je voulais revenir, tu as commencé à faire le travail à ma place en présentant ce que fait Overlord. Je vais te demander d'expliquer un peu plus en détail tout à l'heure, mais c'est intéressant parce que moi je suis dans la gestion de patrimoine, dans le wealth management, on est liés directement. Les fonds d'investissement, c'est quelque chose qui nous parle. L'envers du décor, comment tout ça est structuré, c'est quelque chose sur lequel je pense tout le monde devrait s'intéresser. Je voulais revenir sur tout ça parce que quand tu disais le salariat, voilà, il y avait des offres apportées par le cabinet, etc. Oui, mais l'idée première, je pense, quand tu as créé Overlord, de ce que j'ai compris, c'est surtout, et en tout cas ce qui est prégnant quand on regarde tes posts, c'est que tu veux casser les codes. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Le média Le Revenu veut être absolument indépendant, veut casser les codes, etc. Je voulais revenir sur tout ça. Comment, en fait, tu t'es rendu compte que ça allait pas être possible dans le salariat? Est-ce que la volonté première d'Overlord, c'était justement de casser les codes? C'était quoi l'idée de départ avec Overlord? Alors, pour reprendre ta question sur comment est-ce que j'ai su que ma vie ne s'inscrirait pas dans le salariat, j'ai su extrêmement vite. C'est-à-dire que je me souviens parfaitement perdre pied le premier jour, mais vraiment totalement. C'est-à-dire que tu débarques dans un cabinet américain, tu ne parles que anglais. Alors, évidemment, j'avais fait des études aux États-Unis, donc je parlais bien anglais, il n'y a pas de problème, mais c'est quand même autre chose l'environnement de travail. Et je perds des pieds parce que je connaissais pas du tout les fonds d'investissement, tu vois. On n'apprend pas ça à la fac, et de toute façon, ce qu'on apprend à la fac est forcément théorique par rapport à ce qu'on va faire. Et c'est un des problèmes, mais dans tous les domaines, bien sûr, c'est pareil. Je sais pas si c'est même un problème parce que c'est bien d'avoir une formation intellectuelle rigoureuse, et il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour cette formation et puis il y a un temps pour apprendre les choses pratiques. Donc c'est pas très étonnant d'être un peu perdu, je pense, au début, mais moi je l'ai vécu et je l'ai vécu assez douloureusement. Donc je me souviens parfaitement le second jour m'être fait la promesse à moi-même que quoi qu'il arrive dans cette aventure, je serais entrepreneur juste après ce cabinet. Si je devais me faire virer le troisième jour, j'aurais été entrepreneur. Si je devais les quitter dans plusieurs années, j'aurais été entrepreneur. J'ai failli trahir ma promesse parce que quand j'ai quitté le cabinet à Londres, ayant plusieurs barreaux, j'avais eu de belles propositions. Tu vois, à Dubaï, on m'avait proposé $200 000 sans impôts de salaire pour les rejoindre, alors que je débarquais à Paris et pour faire la même chose, pour faire la même chose, exactement, exactement. En fait, c'est ce qu'on appelle le New York Scale, c'est-à-dire que c'est le salaire que tu as quand tu travailles à New York, qui est répliqué dans des grandes places financières du monde. Et la différence avec New York, Londres ou Paris, c'est qu'à Dubaï, t'as pas d'impôt sur le revenu. Donc, ça fait une grosse différence en termes de pouvoir d'achat. Mais j'ai refusé les sirènes de l'argent après quelques hésitations et j'ai créé mon cabinet en 2020 à Paris parce que j'avais besoin de place pour grandir, j'avais besoin d'être plus autonome, je fonctionnais pas bien avec le moule en fait que les grosses structures attendent de toi. C'est-à-dire que vraiment tu dois te fondre dans une certaine manière de t'habiller, de vivre, de penser, d'agir, d'écrire, et ça ne me correspondait pas bien. J'avais besoin de plus d'espace pour devenir qui je suis. D'où la création de ce cabinet. Et puis en fait, Overlord est pas venu de l'envie de devenir entrepreneur, parce que je l'étais déjà depuis plus de 2 ans.
Mais effectivement, l'envie de on va pas forcément casser les codes, mais en tout cas accepter l'idée que, le monde bouge, le monde change énormément, la profession d'avocat ne peut pas se faire aujourd'hui comme elle se faisait il y a 50 ans ou il y a 100 ans ou même il y a 10 ans. Et si on n'évoluait pas, nécessairement on allait perdre des parts de marché, on allait perdre de notre légitimité, on allait perdre de notre utilité au sein de la société. Et donc j'ai trouvé assez naturel de développer pour mes clients une technologie qui leur serait utile. Et en plus, une technologie très liée au droit. C'est pas une technologie, tu vois, qui n'a rien à voir, qui est une application ou je ne sais quoi. C'est vraiment lié à des procédures juridiques, de signature, de reporting, de KYC, et cetera. Donc ça avait du sens qu'un avocat porte cette innovation-là. Alors, il y a pas beaucoup d'avocats qui le font, mais il y en a qui font le pas pour développer une activité à côté de leur cabinet. Ce qui est un peu frustrant, c'est que l'ordre des avocats de Paris regarde toujours ça d'un œil un peu méfiant. Il y a des J'imagine. règles qui l'encadrent, donc on peut le faire, mais il faut faire attention à pas dépasser certaines limites, ce que je m'astreins à faire. Et donc c'est comme ça, c'est effectivement une envie de casser les codes, mais parce que j'essaie de sentir l'air du temps, de comprendre ce qui est attendu, de voir où est-ce qu'on peut apporter plus de services, de voir ce que fait la concurrence, qu'est-ce qu'on peut développer. Et aujourd'hui, n'importe quelle société qui n'est pas une société tech est une société qui a vocation à mourir, en fait. Le constat que tu as fait quand tu as lancé Overlord, c'était quoi? C'était que la levée de fonds, qui se faisait de manière classique, ça prenait trop de temps à se faire via des banques, c'était trop long, trop rigoureux? C'était quoi l'idée de départ? L'idée de départ, c'était de dire que je facturais trop mes clients. Je leur prenais trop d'argent. Fondamentalement, c'est ça. Je l'avais vu à Londres et je l'ai vécu en France, c'est-à-dire qu'on passait trop de temps en tant qu'avocat à faire des tâches à faible valeur ajoutée. Et je trouvais que c'était inéquitable pour le client que d'avoir à payer un avocat qui envoie un DocuSign, par exemple, tu vois. D'accord. Envoyer un DocuSign, c'est à la portée de n'importe qui, le facturer 300 € de l'heure ou beaucoup plus, bah, ça n'a pas de valeur ajoutée. Non seulement ça n'a pas de valeur ajoutée, mais une tech le ferait mieux, le ferait plus rapidement et le ferait à l'échelle. C'est-à-dire que si l'avocat doit envoyer un DocuSign, c'est pas très grave, mais s'il y a 1000 investisseurs et qu'il doit refaire 1000 fois le même parcours, bah là, il faut des équipes pléthoriques, ça prend énormément de temps, c'est facturé très cher, mais je voyais pas la valeur ajoutée immédiate pour le client qui bénéficiait de ce service. Et donc la valeur ajoutée d'Overlord, c'est quoi aujourd'hui? Là, c'est une question que je me pose moi personnellement. Comment tu as redéfini ça du coup? Scaler. Vraiment, l'idée, D'accord. c'est de scaler une communauté d'investisseurs. Justement, en éliminant toutes les lourdeurs de la gestion d'un back-office. C'est-à-dire que tu peux avoir autant d'investisseurs que tu veux tu n'auras pas de coûts exorbitants, tu n'auras pas de lourdeurs exorbitantes, ça va pas prendre énormément de temps. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu peux avoir des milliers de personnes qui se connectent sur ta plateforme, qui vont apprécier les opportunités économiques que tu veux leur proposer, quel que soit l'investissement. Ça peut être de l'investissement dans du LBO, dans du venture avec des startups, dans de l'immobilier, on en fait forcément beaucoup, c'est un très gros marché, dans des voitures de course. Là, on discutait l'autre jour de faire une plateforme d'investissement équin dans les chevaux, tu vois, qui est un actif comme un autre. Donc, quelle que soit la thématique, nous, on est capable de venir avec une solution très juridique, très technologique pour justement mettre en place très, très vite cet écosystème d'investisseurs. Et ça permet de se développer beaucoup plus vite et à moindre coût. C'est-à-dire qu'il y aura de nouveaux acteurs qui vont émerger dans la création de fonds d'investissement, si je comprends bien. Parce que là, ça met beaucoup l'accent sur le système de communauté, de création de communauté, puis ensuite la création d'un fonds qui viendrait derrière. C'est-à-dire qu'on pourrait voir, par exemple, des influenceurs très suivis créer des fonds quand ils achètent leurs locaux pour tourner leurs épisodes, ou même d'autres choses comme ça, ou quand ils font des nouveaux contenus. C'est ça un peu l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'il y a de nouveaux acteurs qui vont émerger? Bien sûr, et on en accompagne déjà beaucoup. En fait, il y a vraiment cette notion de communauté aujourd'hui où les gens ont pas juste envie de consommer un produit ou un service, mais ils veulent appartenir à un groupe humain vivant, créer du lien, se rencontrer, faire des choses ensemble. Et ben, n'importe quelle société, n'importe quel influenceur, n'importe quelle personne qui a une communauté autour de lui, mais et on parle même pas de communauté qui se compte en centaines de millions de personnes, hein, ça peut être quelques dizaines de personnes, c'est très bien. Et ben, ils peuvent faire de l'investissement ensemble. Comme tu le dis, pour acheter des locaux, pour se développer, pour lancer un nouveau restaurant quand c'est une franchise, et cetera, et cetera. L'idée, c'est que vraiment, grâce à notre solution, de créer plus de liens avec des gens qui sont déjà au sein de la communauté, qui veulent aller plus loin, qui ont de l'épargne.
faut se rappeler qu'en France, il y a énormément d'épargne. Bien sûr. C'est 20% par an du PIB qui est épargné par les salariés et ceux qui gagnent de l'argent. Donc Mais très peu investi. Très peu investi, bien sûr, très très peu. Et donc, toute cette épargne peut être mobilisée pour l'économie réelle, pour développer des projets, pour créer de l'emploi, de la souveraineté, et toutes ces choses dont on a tant besoin à un moment où l'État est de moins en moins en capacité de le faire. Et alors, par contre, il y a une question qui me vient en tête, c'est que ce système de plateforme-là, avec la réglementation en vigueur et qui ne fait qu'augmenter, on le voit dans nos métiers, nous, dans la gestion de patrimoine, j'imagine que c'est la même chose dans ton métier. Comment est-ce que c'est possible de se conformer? Est-ce qu'il y a des problèmes parfois? Comment est-ce que tu es amené à travailler avec cette réglementation? C'est d'où le caractère essentiel d'avoir un cabinet d'avocats adossé à une solution technologique. C'est-à-dire que c'est pas l'un sans l'autre. Évidemment, on se lance pas dans l'investissement, on fait pas des offres au public de manière sauvage. Sinon, on prend de très gros risques auprès de l'AMF ou auprès J'imagine. de ces investisseurs. Donc, bien sûr, nous, on a tout l'attirail juridique. On connaît parfaitement ce labyrinthe qu'est la réglementation financière pour aiguiller nos clients à prendre la bonne voie, à aller sur des terrains légaux et non pas illégaux pour lancer leur plateforme d'investissement. Donc, ça dépend de plein de paramètres. Ça dépend de ce dans quoi on veut investir. Ça dépend de comment est-ce qu'on veut gérer l'argent. Est-ce qu'il y a une gestion discrétionnaire ou non discrétionnaire? Mmh. Est-ce qu'on fait une plateforme simplement de mise en relation? Enfin, il y a plein de critères à prendre en compte. Les critères fiscaux, évidemment, la nature des investissements qu'on réalise. Enfin, il y a plein de choses d'où viennent les investisseurs. Donc nous, on connaît par cœur chacun de ces paramètres. La réglementation, c'est vrai qu'elle se densifie, mais le cadre des services financiers est quand même bien posé à peu près dans toute l'Union européenne. Donc, Oui, c'est créé au fur et à mesure des crises aussi, hein. oui, voilà, c'est ça. Il y a quelques grandes directives, quelques grands règlements qu'il faut connaître. Une fois qu'ils sont posés, ils sont posés. Puis il y a l'AMF qui vient préciser certains points, sanctionner de nouvelles pratiques ou autres, et on fait attention à ça. Mais les très grandes lignes restent les mêmes. Donc ça, c'est des choses auxquelles on est parfaitement habitué et on sait accompagner nos clients d'un point de vue juridique pour qu'ils ne prennent pas de risques, qu'ils savent ce dans quoi ils s'aventurent, quels sont les coûts aussi associés, hein. Malheureusement, qui dit réglementation, il y a des coûts qui vont avec. L'avantage de notre solution, c'est que on réduit énormément les coûts. Il y en a beaucoup moins grâce à notre technologie parce que le KYC se fait tout seul, parce que C'était l'idée de voilà, départ. exactement, Tu l'as dit tout à l'heure. exactement. D'accord. C'est avoir. En fait, ce qui est regrettable, c'est de se dire que pour créer un fonds d'investissement, il faudrait avoir beaucoup d'argent et des grosses équipes sur des tâches à faible valeur ajoutée. Nous, Mmh. c'était exactement l'inverse. On a dit non, vous pouvez vous lancer dans l'aventure de l'investissement dans un certain cadre avec peu d'équipes, peu de moyens. Et c'est sain, c'est bon pour l'économie parce que c'est effectivement de l'épargne qui va dans l'économie réelle. C'est des talents qui vont émerger, c'est des gens qui vont pas ni avoir peur de la réglementation, ni ne pas avoir les moyens de gérer un énorme back-office, ni ne pas avoir une équipe de développeurs pour développer une grosse tech. Non, nous, l'idée, c'est vraiment de vous dire, si vous êtes un investisseur talentueux, vous avez des opportunités d'investissement, vous savez les analyser ou quoi que ce soit, on va trouver le cadre légal dans lequel vous allez pouvoir commencer votre aventure et puis vous allez grandir progressivement de manière organique. Et quand vous aurez démontré vos capacités, vos talents de manager, vous aurez plus de flux financiers et à ce moment-là, vous investirez un peu plus dans votre back-office et dans chacune de ces étapes. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner sa chance à toutes les bonnes volontés, à tous les talents et que personne ne se sente exclu en raison de la réglementation et de la complexité. Bien sûr, mais je trouve le raisonnement super intéressant. Nous aussi, dans la gestion de patrimoine, on devrait s'en inspirer puisque le métier de gestionnaire de patrimoine souffre de cette réputation de frais élevés et parfois à faible valeur ajoutée, ou en tout cas trop peu transparent la plupart du temps. Je voulais revenir sur quelque chose, c'est que toi, tu as fait le choix, donc tu as vécu à l'étranger, tu as travaillé à l'étranger, tu as fait le choix maintenant de t'installer en France et de travailler en France. On le voit dans la finance, des grandes banques américaines s'installent aussi à Paris de plus en plus. On a vu des gros locaux qui ont été rachetés récemment. Et pourtant, dans le même temps, on voit plein de jeunes qui ont envie de partir parce que le cadre alors fiscal, environnemental, économique est plus attractif parfois à l'étranger. En tout cas, c'est ce qui se dégage, je trouve, de notre génération. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? De quel œil tu vois tout ça? Toi qui accompagnes beaucoup de fonds, j'imagine, français, d'entrepreneurs français, mais peut-être pas que. Comment est-ce que tu vois tout ça? Avec la prise de recul que tu as, j'aimerais que tu nous en dises quelque chose. C'est vrai que la France est en ce moment dans un état peu enviable, avec un gouvernement plutôt instable. La note de la France vient d'être dégradée, La je crois, note de la France est tout à fait par une agence encore de notation tout à aujourd'hui. fait, tout à fait. Je crois que c'est Standard & Poor's qui a dégradé la note de la France. Donc nos finances sont mauvaises, la fiscalité va aller en s'alourdissant, non pas en s'allégeant.
Donc je peux tout à fait comprendre la réticence qu'on a à investir ou entreprendre en France. Après, quand on est quand on est une petite boîte, on va pas être non plus, assommé de fiscalité, hein. Tant qu'on fait pas, du bénéfice, tant qu'on n'a pas une certaine taille et cetera, il y a pas trop de réglementations qui viennent nous contraindre. Moi, je dis quand même aux gens: «Si vous voulez aller travailler à l'étranger, il y a aucune honte, c'est très bien et c'est très attractif d'aller vivre ou entreprendre à l'étranger», mais que ce soit pas la France la première raison et le repoussoir, de cette envie d'aller à l'étranger. Il faut avoir de bonnes raisons pour aller à l'étranger, la France n'en est pas une. Donc oui, il y a des faiblesses, mais des faiblesses qui, ne deviennent problématiques qu'à partir d'une certaine taille. Moi, je le vois, tu vois? Aujourd'hui, le groupe va faire, grosso modo, une quarantaine de salariés. C'est sûr que c'est plus du tout la même agilité, la même souplesse. Il y a Évidemment. beaucoup de réglementations, tu vois? Moi, il y a un truc qui me mulcère en France, c'est les agréments. Tu sais que tu as besoin d'agréments pour faire tellement de choses. C'est terrifiant. Tu as besoin d'un agrément pour être marchand de journaux, par exemple. Tu peux pas, C'est vrai? Je savais même pas. ouais, D'accord. tu peux pas avoir, vendre, voilà, commander des magazines, des livres, des journaux et les vendre de manière libre. Non, tu dois avoir un agrément pour faire ça. On je te disais qu'on travaillait sur une plateforme d'investissement dans les chevaux. Pour acheter un cheval, tu dois avoir un agrément. C'est Tu vrai, vois? je savais pas du tout. C'est terrifiant. Il y a tellement je pense que ça date d'une époque où la France devait se financer en inventant des agréments juste pour, voilà, faire un petit péage à Facturé. chaque fois et facturer un truc. Mais résultat, ça étouffe l'ambition économique. C'est terrible. Dans les services financiers, mais il y a tellement d'agréments et ça en devient extrêmement complexe. Et comme il y a un tel besoin d'agrément, et ben, tu as des instituts qui doivent les délivrer et ils prennent plusieurs années pour les délivrer, tu vois? Dans le monde entrepreneurial, perdre plusieurs années, c'est considérable. Tu conseillerais à un jeune entrepreneur, surtout dans le domaine de la finance, de se lancer, en France ou tu lui conseillerais de se lancer à l'étranger? Si c'était à refaire, par exemple. Moi, non, j'ai aucun regret. Je l'ai fait en France, j'en suis ravi. J'investis encore énormément en France. Donc, non, c'est un très bon endroit. Et c'est vrai que les géants ont choisi la France aussi parce qu'ils ont le sentiment qu'on arrive à une fin de cycle et que le prochain cycle sera meilleur. Il ne peut être que meilleur. On ne peut que, dos au mur, se retrousser les manches, alléger la fiscalité, alléger les normes du travail, relancer l'économie. Il faut se rendre compte qu'en France, on a quand même pas mal d'avantages. Le coût du travail est pas aussi élevé qu'aux Mmh. États-Unis, hein. Va lancer ta start-up à New York, tu auras pas un salaire en dessous de 100 000 $, tu vois? Ça Bien sûr. n'existe pas. Donc c'est pas évident, Beaucoup il faut avoir beaucoup d'étudiants, de cash, vont hein. dans la tech aujourd'hui, dans les startups très attractifs. Je voulais revenir sur le cadre justement fiscal de la France. Tu prends beaucoup la parole sur un sujet en ce moment. J'ai lu ton dernier post sur LinkedIn sur la taxe Zuckman, qui refait surface, un impôt plancher à 2. De quel œil tu vois ça? Parce que je t'ai entendu en parler, on entend tous les avis sur cette taxe-là. Ça fait partie de l'avenir et de la réflexion française en ce moment. Et du coup, je trouve ça intéressant pour ceux qui nous écoutent, qui sont certainement de mon âge, de se poser les bonnes questions et de comprendre comment tout ça fonctionne. Est-ce qu'on va dans le bon sens ou pas dans le bon sens? Est-ce que tu peux nous donner ton avis là-dessus? Il y a une évidence, cette idée d'une taxe de 2 sur le patrimoine de ceux qui possèdent plus de 100 millions. L'évidence, c'est que, heu, ça paraît de bon sens. On se dit: «Tiens, bah, voilà des gens très Bien riches, sûr. parfois des fortunes qui se comptent en dizaines de milliards, centaines de milliards. On va leur prendre 2 pauvres chéris, ils vont quand même pouvoir, continuer à nourrir leurs enfants, Mmh. le soir et se faire plaisir autant qu'ils le souhaitent». D'autres Ça, l'ont déjà fait avant. bah, ça paraît l'évidence. Donc je comprends tout à fait, heu, l'état d'esprit général et l'approbation, dans l'opinion publique que peut avoir cette taxe. Maintenant, quand on la comprend, quand on s'intéresse à son fonctionnement, on se rend compte qu'elle est néfaste pour l'économie, de taxer de 2. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ces grandes fortunes, 99 de leur fortune reposent sur la valeur de leurs entreprises. C'est-à-dire que Bernard Arnault n'a pas, 180 milliards de cash, sur son compte bancaire, il a 180 milliards Mmh. d'euros d'actions LVMH. Et donc si on lui demande tous les ans de payer une taxe de 2, il va être obligé de détruire son entreprise, de détruire la valeur de son entreprise. C'est-à-dire qu'il va être obligé, bah, de liquider des actifs, de servir des dividendes, de sortir la trésorerie pour payer cette taxe Zuckman. Et c'est là que ça devient problématique. C'est que si on oblige les sociétés à payer des dividendes pour, payer de l'impôt, français, et ben, ça veut dire que les entreprises vont moins investir. Ça se retourne Elles contre elles nous, vont contre moins notre propre embaucher, économie. elles vont moins investir dans le pays et puis ça c'est l'argument,
macroéconomique, mais sinon, il y a évidemment l'argument comparatif. C'est-à-dire, c'est quand même très singulier de penser qu'on a une bonne idée quand on est tout seul à l'avoir. Mmh. Il y a quand même, des intelligences dans d'autres pays, hein, en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, c'est pas des crétins et bizarrement, on est les seuls à vouloir faire une taxe sur le patrimoine. Ce qui veut dire que, très naturellement, n'importe quel contribuable, va comparer et va choisir l'endroit où il sera le mieux traité, là où il n'aura pas, justement, l'obligation de détruire son entreprise. Donc, Donc tu crois à la fuite des capitaux dans ce cas-là? c'est certain et on le voit très nettement. On voit que l'Italie a mis un régime fiscal favorable avec une flat tax, Oui. sur, l'impôt sur le revenu pour les personnes qui, viennent vivre en Italie et ben, ça marche très bien. Il y a plein de Bien sûr. milliardaires, plein d'entrepreneurs qui vont en Italie pour y vivre. Inversement, quand l'Angleterre a abandonné ce qu'on appelait le statut des non-dom, c'est très récent, c'est le gouvernement travailliste qui l'a retiré, il y a eu une fuite des capitaux immense. Il y a plein de fortunes indiennes, singapouriennes, européennes qui sont parties de l'Angleterre parce que l'Angleterre devenait beaucoup moins attrayante fiscalement. Donc, on voit que c'est pas insensible. Il y a évidemment des mouvements. Et la France, qui est déjà dans une situation complexe, qui est déjà 32e sur 32 sur les pays de l'OCDE en termes de fiscalité, aussi bien sur la fiscalité des personnes que sur la fiscalité des entreprises. Est-ce qu'on doit encore creuser le classement, creuser l'écart à la dernière place pour pénaliser l'économie et les entrepreneurs? Donc je comprends l'intuition des gens qui se disent mais c'est une bonne taxe, c'est de la justice fiscale, mais en fait ça va très fortement pénaliser l'économie et les premiers à en subir sont ceux qui n'auront pas de boulot, qui ne seront pas embauchés parce que il y aura pas d'entreprise dynamique qui voudra le faire. Je voulais revenir sur quelque chose, c'est que, alors toi, le point de départ, forcément, c'est le capital investissement, puisque tu es forcément lié avec, dans la structuration des fonds d'investissement. Il y a eu un fort engouement pour le private equity, la private debt, etc. Il y a les club deals, ces dernières années. Comment tu as réussi à rendre ce sujet-là sexy? Tu es assez suivi, tu as écrit un livre là-dessus d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous donner quelques tips pour rendre ça accessible? Écoute, moi, j'essaye de comprendre ce qu'attend, le lecteur, ce qu'il a envie de lire et de savoir. Je fais fi de toute la technicité. Tu vois? D'accord. S'il y a un mot technique, je l'explique et j'essaie de limiter au maximum les mots techniques, tu vois? Pour que ce soit vraiment accessible à tous et puis je souligne, l'importance des enjeux. Tu vois, quand par exemple, là, il y a eu un très gros LBO, le plus gros LBO de l'histoire Oui. pour racheter Electronic Arts, c'est assez fascinant de voir les forces en présence derrière. Alors si on se dit: «Bon, voilà, des milliards qui sont mis pour acheter une société qui fait du jeu vidéo», OK, bon, Mais il y a pas des si enjeux intéressant, mais il importants. y a Tu es des enjeux passionné par les guerres financières, il y a des enjeux c'est important. géopolitiques massifs, c'est-à-dire que c'est l'Arabie Saoudite et c'est la famille Trump qui achètent ça. Et Mmh mh. pourquoi ils achètent ça? Parce que le jeu vidéo, c'est la première industrie culturelle. Donc, non seulement il y a un enjeu financier, mais il y a un enjeu sociétal sur nos récits. On apprend peut-être aujourd'hui plus l'histoire par des jeux vidéo que par des livres. Alors celui qui contrôlera ce récit va pouvoir contrôler la façon de voir et d'interpréter l'histoire. Donc il y a des très, très grands enjeux de société qui peuvent parler à tout le monde, que j'essaye de mettre en lumière quand j'évoque des sujets financiers. La finance, c'est pas juste un monde de chiffres dans une tour glacée à la Défense Mmh et mh. personne n'y a accès. C'est notre quotidien, ça nous impacte tous, ça peut tous nous intéresser. Et en plus, ce que je dis à chacun, c'est allez-y, faites de la finance à votre petit niveau. Moi, quand j'ai racheté le revenu, j'ai fait un LBO, un petit LBO avec ma communauté sur LinkedIn de gens qui ont voulu investir à mes côtés. Qui a En très bien dette. fonctionné. Écoute, j'ai eu cette chance, donc j'en suis ravi. Je suis pas, non plus, Bernard Arnault ou quoi que ce soit, mais il y a des gens qui me font confiance, qui me suivent depuis longtemps, qui s'intéressent à ce que j'ai à dire, à ce que j'ai à faire et qui m'ont permis de, grossir cette société, de Mmh. reprendre, de sauver des emplois, de redynamiser un titre, de relancer quelque chose, donc Tu fais, travail à ma place, c'était, mon prochain sujet. J'aimerais rentrer dans le détail justement de cette reprise du média Le Revenu. Ça a fait beaucoup parler sur LinkedIn, je pense que beaucoup t'ont connu grâce à ça. Heu, C'était dans quel contexte? Je crois que Le Revenu était, en difficulté à ce moment-là. Pourtant c'est un média ancien, 1967 si je me trompe pas.
Voilà, c'était quoi l'idée derrière quand tu as repris ce média? Ça me fait très plaisir que tu dises 1967 parce que la réalité, c'est que le média a été fondé en mai 68, figure-toi. C'est vrai? Et tu vois, je contrôle le récit, j'ai changé le logo pour dire depuis 1967. Je ne voulais pas qu'on soit associé à mai À 68. 68? Parce qu'en fait, quand j'ai cherché, du coup, pour la petite histoire sur, quand j'ai préparé ce podcast, j'ai lu énormément, de ce que tu faisais et j'ai trouvé mai 68. Enfin, j'ai Et trouvé c'est 68 et en fait, après, j'ai lu une couverture du média Le Revenu, un des derniers que vous avez sorti, où c'était affiché 67 et du coup, je me suis dit: «Bah, c'est voilà, ce il y a chiffre-là que il y je a vais un reprendre». hiatus On a l'anecdote derrière. voilà, exactement. Et il y a des gens qui le savent, donc c'est un peu, tu vois, une private joke ou une petite déformation comme ça pour ne pas être associé à une année qui marque autre chose, tu vois? Donc je voulais juste, qu'on s'en détache. Donc c'était un peu anecdotique, mais Mais c'est quasiment marrant, je cosmétique, savais voilà. pas l'anecdote. Donc voilà pourquoi, le logo, il y a depuis 1967. Effectivement, tu as raison, c'est un média qui a quasiment 60 ans, qui a, un lectorat très important. C'est Mmh. le premier magazine patrimonial en kiosque. C'est vraiment il y en a pas d'autre devant lui, hein. C'est celui qui vend le plus systématiquement chaque année, et il est indépendant. C'est-à-dire qu'il est pas rattaché aux Échos, il est pas rattaché au Figaro ou quoi que ce soit. C'est vraiment un magazine indépendant qui est très lu, très suivi, mais qui n'a pas su se digitaliser. Il n'a pas du tout, développé de chaîne YouTube, de podcast, de TikTok, d'Instagram, de Twitch, enfin de tout ce qu'on connaît. Et moi, mon enjeu, c'est ça. Et comme il n'a pas, pris ce virage, et ben, il a battu de l'aile. Financièrement, le print est beaucoup moins rentable qu'il ne l'était par le passé. Il y a eu des difficultés financières, il y a eu des licenciements, ça a été une période de turbulence très forte. Et moi, je suis venu devant le tribunal de commerce, il y avait d'autres concurrents. Et finalement, le tribunal de commerce a choisi mon offre, en considérant que c'était la plus équilibrée à la fois en termes, financiers, de reprise d'emploi, et cetera. J'en suis, ravi, j'en étais très honoré. C'était une lourde charge parce que tout d'un coup, on avait beaucoup plus de salariés dans le groupe et donc il fallait organiser, tout ça et puis embaucher de nouvelles personnes aussi parce qu'on allait couper le travail de certains prestataires pour l'internaliser, ce qui a demandé, pas mal d'embauches. Et c'est une aventure dans laquelle, voilà, je suis en ce moment. Elle est vraiment, vraiment fascinante parce qu'il y a des enjeux, très historiques et très modernes. C'est-à-dire que le print, tu peux relire Balzac, Illusions perdues, ça Bien existe sûr. depuis toujours. C'est des rotatives qui impriment, qui publient vite. Il y a un aspect industriel très fort. On s'en rend pas compte quand on pense à la presse. On se dit: «Tiens, mais c'est des gens, derrière un studio comme on est là, c'est très chic», mais en fait, c'est aussi, des ouvriers qui mettent dans des blisters, qui font de l'impression, qui impriment des dizaines de milliers de papiers, tous les mois et beaucoup plus. Tu Donc il y a voulais vivre avec ton temps, tu voulais changer un ouais, peu tout alors ça. voilà, Mais c'est tu es ça. ancré là-dedans depuis le départ, tu l'as dit, c'est ce que tu as aimé faire, c'est vivre avec ton temps, te conformer à ce que à la façon dont la société évolue. Hem, Et comment tu apporter mis en place ça avec Le Revenu? C'est ça ma question. Voilà, est-ce que tu as créé des nouveaux formats? On te voit apparaître beaucoup sur bah LinkedIn, c'est une des raisons, pour écoute, lesquelles je t'ai connu, mais le voilà. le studio est là, nous l'inaugurons, donc les Bien formats sûr. vont arriver. Ils sont pas encore, suffisamment présents, hein, parce que ça fait que 3 mois, hein, Mmh. c'est encore tout récent. Il fallait qu'on construise le studio, qu'on installe tout le monde, qu'on branche les nouveaux outils et cetera et cetera. Et donc maintenant, là, on est, dans les starting blocks pour pouvoir lancer effectivement, plein de nouveaux formats. Je vous invite à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Ça va être un des enjeux, mais c'est pas le seul, en fait. C'est-à-dire que évidemment, tu as les formats et d'aller sur les plateformes, mais tu as plein d'enjeux technologiques. Tu vois, travailler avec l'IA. Je veux dire, Tu as un avis très tranché sur l'IA ah d'ailleurs, bah, si on peut l'évoquer. Tu penses que c'est une bulle. Moi, alors je suis un grand fan de l'IA, ou en tout cas, je ne pense pas que ça va engendrer une crise comme on a connu avec la bulle internet. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir ton avis. Je suis désolé, du coup, je te non, coupe, mais non, ça m'a mais tellement happé que non, tu fais bien. De toute évidence, l'IA est la très grande révolution technologique de notre temps. Et très grande, je pense qu'elle est peut-être plus fondamentale que, celle qu'on a connue ces 20 dernières années, à savoir internet, et 20 ans encore plus tôt l'ordinateur. Je pense que c'est beaucoup plus fondamental que l'ordinateur et que l'internet. Il y a aucun doute pour moi. Donc je mesure la puissance de l'IA, je ne suis pas du tout, en train de la minimiser ou de la dénigrer ou quoi que ce soit. Et je dis à tout le monde ici, si vous ne travaillez pas avec l'IA, c'est une faute professionnelle. Voilà. bien sûr, C'est comme si tu ne parler travailles de pas tâches avec, inutiles, l'IA permet de gommer un paquet de ces tâches et inutiles. bien sûr, c'est une faute professionnelle. C'est comme ne pas travailler avec internet. Personne n'a le droit de venir me voir et dire, «Ah bah non, je travaille pas avec internet. Ah bah non, j'utilise pas les ordinateurs». Évidemment, vous allez utiliser les ordinateurs, vous allez utiliser internet et vous allez utiliser l'intelligence artificielle. Sinon, c'est une faute professionnelle. Maintenant, il y a un autre sujet,
qui est celui de l'adoption de l'IA, un peu comme l'adoption de l'internet, hein. Tout le monde avait compris, avait une intuition de ce que pourrait donner internet, mais tout le monde s'était emballé dans les années 2000 en pensant que ça allait beaucoup plus vite que ce que ça n'a été, et je pense qu'il y a un peu le même phénomène boursier. C'est-à-dire que, on s'attend à des transformations très fortes, à juste titre. On croit qu'elles vont arriver à court terme, parce que les marchés sont quand même plutôt court-termistes, et je pense qu'on se trompe. On se trompe, ça va prendre plus de temps. Il va y avoir besoin d'énormément d'investissements pour atteindre la puissance de calcul dont on a besoin. Et ces investissements ne seront pas rentables à court terme. Quand on voit toutes les gigafactories qui sont mis en place dans le monde pour pouvoir donner de l'électricité nécessaire aux GPU et faire tourner les grands modèles de langage, c'est des coûts immenses, c'est des coûts colossaux qui ne seront pas rentabilisés à court terme. Et donc, je pense qu'il pourrait bien y avoir une bulle sur les marchés financiers et que les très grosses valorisations se dégonflent largement, celles d'NVIDIA, de Microsoft, de Google, de Facebook, on les connaît. Hein. Je crois que 70% des gains à la bourse l'année dernière ou cette année reposaient sur l'IA. Donc vraiment, c'est très concentré, très performatif. C'est très concentré. Donc il y a en plus d'autres phénomènes, une très forte retailisation des marchés financiers qu'on constate depuis la bulle Covid. Tu en es un des acteurs. Hein. Alors, moi, pas direct, mais indirectement, si. Non, mais c'est vrai. Et le revenu est un acteur très important de la retailisation parce que on accompagne énormément les gens sur leurs choix boursiers. On a une de nos publications moins connues qui s'appelle Décision Bourse et qui envoie une recommandation d'investissement tous les jours avec des journalistes d'une très grande qualité qui sont donc des conseils très pertinents. Donc non, on y est très favorable à la retailisation, mais c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'argent, donc nécessairement quand il n'y a pas plus d'offres, mais qu'il y a juste plus de demandes, les cours continuent à augmenter. Il y a les ETF qui sont passifs et qui viennent amplifier les mouvements boursiers. 40% de l'argent sur les marchés viennent des ETF, donc c'est de l'argent qui est pas intelligent, c'est de l'argent qui est automatiquement investi. Ça peut poser un problème aussi, les ETF, on en reviendra. Alors, j'aimerais évoquer ce sujet parce que moi j'ai un avis. J'ai écouté un podcast de William Higgins récemment, gérant du fonds du fonds Small Cap chez Indépendance AM, qui marche très bien et qui a un avis sur les fonds d'ETF que je trouve intéressant. J'en utilise personnellement, on en propose à nos clients. Évidemment, c'est un engouement énorme en ce moment. Par contre, il disait, j'ai regardé et il y a aucun, c'est pas réglementé, il y a aucune obligation pour un ETF de répliquer l'indice. Et un jour, on pourrait avoir des ETF qui décrochent de leur indice. On a vu, ça posait problème là avec les taux de change parce que le dollar était très dévalué par rapport à l'euro. Il y en avait qui n'étaient pas hedgés en euros. Est-ce que tu penses que ça pourrait poser problème si la majorité des capitaux sont sur des ETF et encore plus loin que ça, du coup, investis par des personnes qui n'ont pas forcément les connaissances sur les marchés financiers, qui peuvent paniquer plus facilement, potentiellement, qui n'ont pas connaissance des cycles économiques et du fonctionnement de l'économie. Mais c'est ça, c'est-à-dire que la promesse de l'ETF, elle est très belle, c'est celle de répliquer un indice avec peu de frais. C'est très difficile de faire mieux que l'indice. Hein. Le marché est toujours supérieur à celui qui fait du stock picking dans 80% des cas. Donc la promesse, elle est belle. Peu de frais et une belle performance en étant plutôt largement diversifié. Pas de problème. Sauf que la promesse est tellement belle, elle a apporté tellement de monde qu'effectivement, si tu commences à avoir des marchés sans cerveau, parce qu'en fait, c'est par définition, hein, c'est pas les insulter, mais c'est moutonnier. C'est-à-dire qu'on doit suivre les mouvements. On ne réfléchit pas. On n'est pas actif. On n'est pas en train d'évaluer la qualité du mouvement qui est fait. Les marchés sont pas à juste parfaits. titre, mais je veux dire, enfin, juste titre, parce que s'il y a un engouement, c'est qu'il y a une raison. Mais je veux dire que derrière, je pense que ça peut poser des problèmes. Ouais. Un marché sans cerveau, si demain il y a une panique et que l'ETF réplique à la panique, donc vend les actions quand tout le monde vend les actions, ça va être un mouvement amplificateur. Donc si cette bulle de l'IA devait se conjuguer avec une surreprésentation des ETF, on peut avoir une crise qui est pas négligeable en face de nous. Moi, c'est la crainte que je pointe, c'est de nouveaux produits financiers, parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé en 2008. C'est-à-dire qu'on a une bulle qui était la bulle de l'immobilier, et on avait les fameux junk bonds qui étaient des CDC, donc des credit default swaps qui permettaient de parier en quelque sorte sur le mouvement d'un titre au-delà de son exposition directe, parce qu'on pouvait mettre du levier, donc amplifier le mouvement. Quand on a une bulle qui se conjugue avec des instruments financiers nouveaux, très populaires, il peut y avoir un crack. Donc c'est un peu la crainte que j'ai, c'est est-ce que la bulle de l'IA, s'il devait y en avoir une, ne deviendrait pas un crack en raison notamment des ETF.
Donc, il faut s'informer. C'est ce qu'on essaye de faire avec ce podcast. C'est ce que tu fais avec le revenu. Comment tu vois le revenu dans quelques années? C'est quoi l'évolution? Est-ce que tu peux nous teaser un peu ce que tu aimerais faire avec ce média? C'est une très bonne question. Moi-même, je me la pose. Est-ce que le revenu doit rester numéro 1 sur le patrimoine et devenir numéro 1 sur, disons, l'éducation financière en ligne, tu vois? Est-ce qu'on doit se cantonner à ça? Ou est-ce que on peut avoir le pari de se dire qu'on est le média économique généraliste d'une nouvelle génération, tu vois? Ça, je me demande. En tout cas, moi, j'aime beaucoup la dimension média. J'exclus pas de racheter d'autres médias, ou d'en créer d'autres. C'est vraiment fascinant, je trouve, l'information, l'influence au sens large, tu vois? Participer au débat d'idées et cetera. Donc voilà, est-ce que le revenu va rester très spécialisé comme il est aujourd'hui? Est-ce qu'il va s'ouvrir à quelque chose de plus général? Je ne sais pas encore. Je pense que je préfère ne pas avoir d'idées trop préconçues. On va voir comment réagissent les lecteurs, comment réagissent les auditeurs. Est-ce que notre angle est bien pensé? L'avenir nous le dira, et il faut dans l'entrepreneuriat naviguer à vue, savoir s'adapter aux choses inattendues, et cetera, et cetera. Donc pour l'instant déjà le remettre bien d'appoint dans son domaine à lui, c'est très bien. Puis on verra. Tu sais, Le Figaro, c'est 650 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, hein. C'est un groupe monstrueux, énorme. C'est une immense réussite financière parce qu'il y a plein de produits de tech à côté. Il y a plein d'autres produits qu'on ne connaît pas. C'est un bel exemple de réussite. On n'y est pas encore. On en est encore un peu loin. Mais oui, mais il y a des enjeux différents. C'est que Le Figaro, alors tu as évoqué Le Figaro, mais la plupart des médias français, d'ailleurs, sont très critiqués pour ça, appartiennent à des milliardaires, sont dans les mains de quelques milliardaires. Est-ce que pour toi, c'est un problème? Est-ce que tu voulais, justement, dès le départ, que ce soit indépendant? Est-ce que les futurs médias, si tu en rachètes plus tard, seront indépendants aussi? Alors oui, ça c'est vraiment important, je pense, d'être indépendant. C'est pour servir la meilleure information possible à ses lecteurs. C'est-à-dire que si tu appartiens à un groupe qui a des dizaines d'entreprises dedans, tu vas pas être très objectif sur ces entreprises. Évidemment. Par définition, tu ne peux pas l'être. Donc oui, l'indépendance, c'est essentiel. Mais il y a un autre point que tu évoques, que tu devines peut-être en disant ça, et ça c'est plus l'entrepreneur qui parle, c'est que tous ces médias étant la propriété de milliardaires n'ont jamais eu le souci de leur rentabilité. Et c'est ce qui s'est passé pour le revenu, d'où les difficultés qu'il a eues. Ils n'ont jamais été sensibles à avoir plus de revenus que de dépenses, limiter ses coûts, ne pas avoir trop de prestataires, avoir les bonnes compétences en interne, avoir un management efficace pour mettre tout le monde au travail dans la même direction, investir dans la technologie pour gagner en productivité, etc., etc. Toi, tu l'as cette Moi, problématique. moi, il y a des gens qui sont aussi dans le projet via le LBO que tu as effectué. Et la levée de fonds que tu as effectuée derrière, sous forme obligataire, je crois. Oui, tout à fait. On a fait c'est quoi d'ailleurs? C'était quoi la structure du deal? La structure était très simple. Il y avait une société qui l'a racheté et des personnes ont pu investir en obligations convertibles dans cette société qui l'a racheté. Et effectivement, moi, je ne suis pas milliardaire, donc j'ai pas le choix. Je suis obligé d'aller chercher la rentabilité pour ce média. Donc une rentabilité qui se construit en ayant une information de qualité et des gens qui veulent payer pour cette information. C'est ce qui se passe en kiosque tous les mois, c'est ce qui se passe sur notre site internet, les gens s'abonnent, etc. Donc on est très content. Mais c'est un challenge et ça va être aussi à moi de réfléchir et d'inventer de nouvelles lignes de revenus. Quand on a une audience, on peut proposer d'autres services qui ont de la qualité pour eux. Ça peut être, tu vois, des formations sur la sphère financière, ça peut être des outils pour gérer son budget ou autre. Donc, il y a plein de choses qu'on peut proposer à des gens qui s'intéressent au patrimoine et c'est à nous d'aller construire chacun de ces services. J'avais une dernière question. C'était, est-ce que c'est possible d'avoir une vie à côté? On a dressé le panel de tout ce que tu faisais. Tu as 34 ans, tu as une famille. Est-ce que c'est possible d'avoir une vie à côté de tout ça? Écoute, j'essaye autant que possible. Je fais ça pour mes enfants, en fait. Enfin, tu vois, je fais ça pour la société en général, pour les miens. Évidemment, j'adore et je fais ça pour moi, hein, mais ça n'a pas de sens si je vois pas mes enfants, quoi. Je vais pas mourir avec de l'argent, 65 ans, d'une crise cardiaque en me disant: «Mais pourquoi je suis pas allé chercher ma fille à l'école à 4h25 le vendredi?» Tu vois? C'est ce que j'ai fait hier. Alors ça veut pas dire que c'était la fin de ma journée, je suis allé la chercher, j'avais encore un peu de call quand elle était au parc, j'avais encore un peu des trucs, puis le soir j'ai retravaillé, puis le samedi, puis là on se voit, on fait le podcast, tu vois? Donc je trouve mon équilibre.
C'est beaucoup plus facile d'avoir un équilibre quand on est entrepreneur. Ça paraît, contradictoire. Alors, quand on est, salarié dans un salaire, 9h-18h, bon, bah, là, l'équilibre, j'ai envie de dire, il est facile à respecter, mais dans les gros métiers qu'on peut connaître, la banque d'affaires, les cabinets d'avocats et autres, eux n'ont vraiment pas de vie, ils n'ont pas quasiment pas le choix de l'avoir, hein. C'est juste leur employeur qui les oblige à ça. Moi, je suis pas du tout comme ça dans mon cabinet, dans mes entreprises, on respecte l'équilibre, de chacun, mais d'où l'importance, bah, d'avoir de la technologie, d'avoir, de l'organisation, de trouver des moments à soi et d'être très productif quand on travaille, quoi, et puis d'être suffisamment, souple et agile pour se dire: «Bah, voilà, quand il faut se réveiller tôt, on se réveille plus tôt, quand il faut se coucher tard, on se couche plus tard». Mais tu vois, moi, j'ai 3 choses dans ma vie, j'ai mon travail, j'ai ma famille et j'essaye de faire 1 heure de sport tous les jours, quoi, grosso modo. Voilà, après, j'ai pas beaucoup d'autres choses, mais c'est l'équilibre qu'il me faut, ça me va bien. J'ai pas beaucoup de vacances, j'ai pas beaucoup de choses comme ça, mais je peux rentrer chez moi à 18h, passer 2 heures avec mes enfants. Ça me rend très heureux et consacrer le reste de mon temps à faire, heu, fonctionner, mes entreprises, donc ça me rend très heureux. Eh bien, merci pour ce moment. J'ai apprécié, pouvoir, discuter avec toi. C'est fou quand on pense qu'il y a quelques mois, il y avait rien et aujourd'hui, je peux échanger avec quelqu'un que je suivais depuis déjà un moment. Donc je suis super heureux. J'espère que les personnes qui ont écouté ce podcast ont appris des choses, ont appris de ton histoire. Pour tous ceux qui veulent voir les prochains épisodes, on va recevoir des personnes comme toi. Voilà, donc ça se passe sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver ça aussi sous format podcast sur Spotify, Apple Podcast. Voilà, je vous invite à regarder ça. Merci Gaspard. Comme d'habitude, vous nous laissez le temps de préparer un nouvel épisode de qualité avec Richard et on se retrouve très vite.